L'événement au Congo-Kinshasa, à partir de ce 17 août 2022, c'est donc la tenue du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, environ 16 pays. Ils sont à Kinshasa. Eh ben, c'était un grand événement aujourd'hui au Palais du Peuple, dans la salle des congrès, sous le signe justement de Okapi. L'Okapi qui est l'unique animal, qui est l'animal de notre souveraineté, mais qu'on retrouve aussi ailleurs, c'est pas par quelle magie. Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre justement une croissance économique inclusive et durable. C'est donc la thématique de ce sommet de Kinshasa. Il faut le rappeler, Félix-Antoine Tshisekedi prend la tête donc de cette organisation régionale la plus importante en Afrique, à part justement l'Afrique de l'Ouest. Ah ben, Kabongo Malou, philosophe, journaliste, enseignant, même des journalistes, écrivain, on dirait égyptologue congolais. Un tout petit peu, oui. Voilà, parce que votre thèse a porté sur Cheikh Anta Diop. Oui. Kabongo Malou, qu'est-ce qu'il faut attendre de la présidence congolaise de la SADC? La SADC, nous et Laurent Désir Kabila, nous y a amenés. Oui. Et on connaît ce que cette organisation a apporté. La guerre qui nous était imposée, la guerre mondiale africaine. Les pays de la SADC sont entrés en jeu pour nous aider à garder notre territoire intact. Mais aujourd'hui, nous prenons la tête. Ce n'est pas la première fois, Joseph Kabila en son temps l'avait été également. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette présidence quand on sait que notre mandat à l'Union, à la tête de l'Union africaine, n'a pas apporté grand-chose pour le pays? Oui, merci beaucoup. Vous savez, le problème de sécurité qui se pose en Afrique, c'est un problème global. Dans les années 50, quand les Africains se battaient pour avoir leurs indépendances, les élites africaines se sont posées une question. On s'est demandé comment l'Afrique noire, ou l'Afrique, qui a connu la traite négrière, c'est-à-dire la plus grande déportation humaine connue, pendant 4 siècles, une traite négrière qui l'a totalement vidée de sa population, qui a cassé toutes les opportunités de développement. Comment cette Afrique-là, qui a connu encore une année, un siècle de colonisation, c'est-à-dire un siècle de dépossession matérielle, comment l'Afrique va-t-elle, quel est l'avenir de l'Afrique dans ces conditions-là? Un pays, un continent qui a été malmené par l'histoire, malmené par tous les pays occidentaux. Pour les élites africaines, la seule façon pour les Africains de se sécuriser, de sécuriser leurs biens, de sécuriser leur peuple et de se construire en une masse géostratégique puissante qu'on appelle les États-Unis d'Afrique noire. C'est pour ce combat, c'est pour cela que vous êtes dans le combat de la renaissance africaine. Oui. Ce combat-là, ce n'est pas le mien, c'est le combat de toutes les élites africaines de savoir, le Cheikh Anta Diop, le Kalsek Asseme, le Kizerbo, tout le monde. C'est une question empirique. Comment notre continent, qui a été affaibli par 6 siècles de maltraitance, la traite négrière, la colonisation, comment notre continent peut-il survivre? Aujourd'hui, c'est connu, aucun pays africain, même la puissante Afrique du Sud, ne peut pas se battre contre la France, même contre l'Espagne, même contre l'Italie. Donc aucun pays africain, pris individuellement, n'est pas capable de résister face à des pays occidentaux, même à des pays asiatiques. La Chine, l'Inde, tout ça. Donc pour
toutes les élites du savoir, la seule façon de résoudre ces problèmes de façon concrète, pragmatique et intelligente, c'est de se construire en une masse géostratégique puissante qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Afrique noire. Comment ça? C'est-à-dire, nous avons par exemple l'Union africaine. Un combat qui a causé des soucis à Kadhafi jusqu'à être enterré dans le sable. Oui, pas seulement à Kadhafi. Toutes les élites politiques qui avaient pris l'option de l'urgence de la mise en place des États-Unis d'Afrique noire ont été liquidées à partir de Lumumba, à partir de Sankara, le Kwame Nkrumah, et Kadhafi est venu plus tard. Donc, c'est un combat incroyable. Toute élite africaine qui prend ce combat-là à corps est tuée et assassinée. Parce qu'on sait que la seule façon pour l'Afrique, qui est considérée comme un continent, comme un réservoir, un simple réservoir de matières premières, un simple réservoir des eaux et forêts, comme on nous les impose aujourd'hui, pour l'Occident. Donc, tout combat qui est fait à cette dimension-là, de construire les États-Unis d'Afrique noirs, est un combat qui est perdu d'avance, qui est mal, parce que tous ces combattants-là sont perdu tués. d'avance. Vous nous amenez dans une sorte de fatalité. Non, Kabongo. je m'excuse, je crois que je me suis mal exprimé. Vous savez, Kadhafi a été tué pourquoi? C'est aujourd'hui qu'on le sait parce qu'on a découvert dans les documents, dans les mails d'Hillary Clinton, où il écrit, il dit Kadhafi allait donner l'autonomie financière à l'Afrique parce qu'il avait 174 000 tonnes de cuivre, d'or. C'est pour ça qu'on l'a tué. C'est écrit. Donc les Africains doivent savoir cet or est allé où? Une parenthèse. Oui, mais... Et les milliards de Kadhafi, qui en a profité? Mais ce sont des tueurs. Ce sont ces pays occidentaux, iran-américains, qui ont tout pris. Très belle entame, très belle mise au point dans cette interview. Kabongo Malou, le président Tshisekedi a parlé d'une agression lâche et barbare du Rwanda en RDC, l'agression rwandaise. Comment pourra-t-il capitaliser sa présidence tournante pour pouvoir mettre fin à cette agression barbare et lâche et faire pencher, par exemple, amener la SADC au lieu de la communauté est-africaine avec le Burundi qui ne pourra pas nous amener grand-chose, à pouvoir nous aider et de nous débarrasser des instruments de Washington. Ceux qui combattent la Renaissance africaine, ceux qui combattent l'idée d'une Afrique unie politiquement pour se construire une sécurité, pour sécuriser ses biens et ses peuples, ceux qui combattent cette volonté-là, africaine, ont mis en place des moyens propres pour nous détruire. La guerre qui est menée par les Rwandais contre la RDC, parce qu'il ne faut jamais dire le Rwanda seul, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Cette guerre-là n'est pas seulement contre le Congo, c'est une guerre qui est contre l'Afrique, contre l'émancipation de l'Afrique, contre le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est connu, toutes les élites africaines disent que l'Afrique ne va démarrer qu'avec la RDC. Pourquoi? Pour la simple raison que la RDC, Dieu s'est moqué de nous, il a placé chez nous et l'énergie et les mines, c'est-à-dire les principaux critères d'un développement économique puissant. Alors, tous les pays africains se disent, la RDC, située au centre de l'Afrique, va être le pays puissant qui va conduire l'Afrique. Mais alors, c'est pour cela que on a placé à côté ces pays, ces États mercenaires, qui sont le Rwanda et l'Ouganda, pour empêcher la RDC justement de jouer ce rôle. Comment? La RDC n'est pas capable aujourd'hui, avec cette guerre-là, tous ces mineurs, tous ces millions qu'on entend parler ici, doivent aller là-bas, à la guerre. Et en même temps, on empêche la RDC de se construire une armée puissante parce que la RDC est placée sous embargo. Sous embargo signifie que si vous voulez acheter un camion militaire, il faut l'identifier, dire aux Belges, n'est-ce pas, aux Américains, que je vais acheter un camion militaire. De telle marque. De telle marque. Et c'est lui qui me livre ce camion, c'est tel. Voilà. Voilà. Tout le secret. Nous sommes soumis à des pressions qui détruisent une race humaine. Vous avez parlé de Blinken qui est venu ici. On a cru qu'il allait parler de cette guerre de l'Est. Non.
Le monsieur, quand il a vu le président Tshisekedi, il l'a obligé à créer une commission pour la vente de ce qu'on appelle aujourd'hui les blocs gaziers, les blocs pétroliers. Donc il n'était pas venu pour ce que nous on a diffusé dans les médias là. Non, non, pas seulement. C'était du bluff. Il a imposé au président Tshisekedi de créer une commission pour la vente, c'est-à-dire pour qu'on puisse suivre comment va se faire la vente de nos blocs gaziers, de nos blocs pétroliers. Ce n'était pas encore pour le dossier d'Anne Gettler. Il a même obligé le président Tshisekedi à revoir le contrat signé avec Dan Gertler. Parce que nous avons trouvé... Oui. Donc ces voyages étaient uniquement pour les deux dossiers? Non, pas seulement pour ces deux dossiers. Mais il était accompagné, Blinken était accompagné de M. Fernandez, qui est le sous-secrétaire d'État chargé de trésorerie et autre chose, qui est allé voir le ministre du pétrole, le ministre du pétrole pour lui dire quels sont aujourd'hui, qu'est-ce que vous gagnez dans... Donc on a posé des questions sur tout ce que nous faisons. Ils sont allés voir le ministre de la Justice. Donc aujourd'hui, nous se rendons compte que on est traqué comme une souris là. L'Amérique n'est pas un partenaire. L'Amérique est venue, il est allé parler des élections. Qu'est-ce que c'est les élections? Les élections, ça crée une situation, n'est-ce pas, les gens tout d'un coup arrêtent tout pour dire non, allons faire des élections. Il a parlé des élections, il a visité tout. Donc, vous dites qu'il n'était pas venu ici pour la guerre. La guerre est là, c'est eux qui l'entretiennent. Comme je voulais le dire tout à l'heure, quand les Américains ont décidé de couper la RDC... Donc jouer au Ponce Pilate était une hypocrisie de grande... Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est comme ça qu'ils ont toujours fait. Quand ils ont voulu détruire l'Iran, ils ont obligé l'Irak à faire la guerre contre l'Iran. Une guerre qui a duré longuement et qui a pratiquement ruiné l'Irak. Quand ils ont voulu que le Moyen-Orient ne puisse pas se développer, ils ont créé Israël, qu'ils ont implanté là-bas au cœur du Moyen-Orient. Et c'est Israël aujourd'hui qui fait la sous-traitance, qui tue les élites iraniennes, qui fait la guerre contre tout le monde. Donc, c'est le même rôle que jouent l'Ouganda et l'Ouganda. Ces pays-là sont placés là-bas pour empêcher l'Afrique de devenir une grande nation panafricaine, c'est-à-dire de se construire en une grande masse géopolitique. Parce que la seule façon pour les pays africains de se protéger, de se défendre, c'est de se construire une armée commune. Aucun pays africain n'a les moyens de se construire, par exemple l'armée américaine qui met 200 milliards dans son armée, aucun pays africain n'est capable de faire ça. Avec une élite mercenaire, habituée aux petits voyages, tout logé dans des hôtels, 5 étoiles, 7 étoiles, avec quelques avantages, avec cette élite qui écoute le nombril, avec ses dirigeants, pour certains dans cette Afrique, pour certains qui se comportent en mercenaires. Est-ce qu'il y a de l'espoir, vous qui prenez la renaissance? L'espoir est donné, l'espoir est là. Je voudrais vous rappeler que la corruption dont nous souffrons au Congo ici, ce sont les Américains qui l'ont entretenue. Les premiers coups d'État de Mobutu, mais je vous l'ai dit, les premiers coups d'État de Mobutu, au mois de septembre 1960, mais c'est Daveline qui a donné l'argent à Mobutu, en dollars, 100 000 $. Daveline a reçu des États-Unis. 100 000 ou 100 millions? 100 000 $. Mais nous sommes en 60, et le Congo n'a qu'une population de 13 millions. On a donné à Mobutu, on dit, mais vous voulez quoi? Mobutu dit, non, mes généraux sont venus ici, mes colonels sont là, et on va faire le coup d'État, mais si ça ne marche pas, comment ils vont vivre? Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent. 5 000, 5 000, 5 000. C'est Daveline. La dollarisation de l'économie congolaise n'a pas commencé hier, 160. Ce sont les Américains qui ont commencé à nous jeter, à nous envoyer ici les poulets qu'on appelle les bibembeadou là. Ce sont des Américains. Donc cette corruption que vous voyez là, cette dépendance, ce sont eux qui l'ont entretenue. Et ils l'ont entretenue en tuant même Lumumba. Parce qu'il n'y a pas de lutte possible sur la mort de Lumumba. Pourquoi est-ce qu'ils ont tué Lumumba? Parce que Lumumba, on dit nationalité. Nationalité, c'est une fille quoi? C'est une fille. Il veut faire du Congo un pays des Congolais. Pour les Américains, pour toutes les élites occidentales, le Congo n'est pas un pays des Congolais. Ils l'ont créé comme une réserve de matières premières, des eaux et forêts, et les Congolais ne sont qu'une statistique d'emmerdeurs. C'est-à-dire des gens qui emmerdent, qui font mal tourner les choses, et que s'ils ont l'occasion de les tuer, ils ne vont pas hésiter. Regardez voilà. Tous ces mots. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette présidence? Je voudrais rappeler aussi que les Américains ont pris trop de temps pour garder le Congo dans leur giron.
qu'on ne vous trompe pas. Depuis la conférence de Berlin, ils étaient là. Il y avait M. Stanford qui a aidé Léopoldé à acquérir le Congo. Léopoldé n'a pas pu acquérir le Congo sans l'aide des Américains. C'est Stanford qui était là, un homme riche américain. Et puis après, ils ont, même quand Léopoldé a commencé à commettre beaucoup de crimes, c'est eux-mêmes là qui ont dit non, il faut lui arracher cette histoire ici, nous allons nous en occuper. Donc aujourd'hui, comme nous sommes là, il ne faut pas l'oublier, ça doit devenir notre premier consensus national, c'est-à-dire nous sommes un pays qui a des potentialités telles que nous pouvons devenir une grande puissance. Et tous les pays puissants du monde, aussi bien l'Amérique et la Russie, là, n'aiment pas de puissances qui émergent. Pourquoi est-ce que la Russie fait la guerre en Ukraine? Parce que l'Ukraine était aussi une puissance en émergence. L'Ukraine a beaucoup de terres, a beaucoup de minéraux, c'est une puissance à devenir, on lui fait la guerre. Je vois des gens faire beaucoup de discours ici, non? Donc, toutes les élites africaines, nous sommes tous conscients qu'au jour d'aujourd'hui, le Congo doit pouvoir jouer comme l'Iran, comme les Vietnamiens. Parce que ces pays-là ont subi la même maltraitance, la même débilitation de destin. Alors, monsieur Kabongo, oui. Comment expliquer, vous nous présentez l'Amérique comme une superpuissance dans un unilatéralisme qui est dépassé parce qu'il y a d'autres forces en présence. Beaucoup de fronts ont été un échec. Vous parlez du Vietnam, vous parlez de la Syrie restait un morceau en poudre, mais ils ont laissé, ils n'ont pas réussi à déboulonner Bachar el-Assad grâce à Poutine. Ils ont ouvert un front en Ukraine. Maintenant, ce front semble être perdu. L'Afghanistan a été abandonné. Vous avez vu de quelle manière ils sont partis. Un départ catastrophique. Comme si cela ne suffisait pas, ils sont allés à Taïwan. Et à Taïwan, on ouvre un autre front qu'on n'est pas prêt à gagner, sauf quand on est à Hollywood, il y a beaucoup de succès dans les films, des combats gagnés. Bien. Alors, dites-moi concrètement, que devra faire les dirigeants congolais qui prennent aujourd'hui la présidence de la SADC, quand on sait qu'au sein de la SADC, pour faire pencher la balance du côté de la RDC, parce que celui qu'on attendait n'est pas venu, il était venu en Ponce Pilate. Alors, comment faire au sein d'une SADC dont certains membres sont aussi des pions de Washington? Écoutez, Fabien, vous avez donné des exemples trop lointains, inutilement. Regardez comment est-ce qu'on a découpé le Soudan. Non, ce n'est pas inutile. C'est ce que j'ai dit. Concentrons-nous sur l'Afrique. Tout ce que tu as dit là, tu as totalement raison. Tous les pays qui sont découpés dans ce monde ici, c'est l'Amérique. Mais regardez comment l'Amérique a découpé les pays en Afrique. Le Soudan ici, découpé en Soudan Sud, Soudan et puis Darfour. Personne n'en parle. Regardez comment il est plus grand, ce qu'on appelle le plus grand pays d'Afrique, c'est-à-dire le Nigeria, qui a aujourd'hui un PIB de 600 milliards de dollars, qui est soumis à une guerre avec une secte Boko Haram, qui semble avoir des moyens infinis et incommensurables. Tout ça pour faire quoi? Pour empêcher le Nigeria d'aller de l'avant. Regardez les pays comme le Mali, qu'on est en train de découper sous nos yeux. Le Cameroun, tout ça. Donc, c'est difficile aujourd'hui de recourir à des pays africains qui ont eux-mêmes des problèmes très importants à régler. Vous parlez de la SADC, mais le Mozambique là est soumis à des forces Shabab terribles qui sont là-dedans. L'Afrique du Sud, c'est un pays qui a beaucoup de contradictions internes. Jusqu'à présent, on a l'impression que les Sud-Africains ne se sont pas encore départis, n'est-ce pas, de l'apartheid, qui a été une destruction humaine incroyable. Qui est resté l'apartheid économique. Donc, quand vous prenez la SADC, je donne un exemple très simple. L'année passée, quand le président de la République s'est investi pour que nous puissions avoir un secrétaire exécutif à la SADC, il est parti lui-même. Avec le professeur Luanga. Oui. Luanga. Tu imagines ce que je t'ai dit, c'est incroyable. Tous les pays là ont dit non. C'est le Botswana ici. Des pays dans lesquels nous allons acheter, nous versons des millions de dollars pour acheter des Thompson, qui a refusé. Et tous les pays ont joué le jeu là. Sauf l'Angola a voté pour nous. Non, parce que tu sais qu'il est arrivé à un niveau où il a dit, mais le Botswana a tout.
c'est l'audit, c'est la présidence, c'est tout. Mais pourquoi est-ce que vous allez tout garder et nous rien? On dit, mais qu'est-ce que vous voulez? On dit, ben, alors faisons, parce que nous avons un candidat très valable. C'est un grand professeur d'économie. Pourquoi est-ce que nous ne ferons pas, on ne peut pas l'interroger, faire un test? Tous les pays là, négativement, ont coté négativement langue. Sauf l'Angola, qui lui a donné un 4 sur 5. Mais tout le reste est là. C'est-à-dire comme un consensus, ils ont dit non, non, pas le Congo. Donc aujourd'hui, quand le président de la République va prendre la SADC en main, ce n'est pas la SADC là qui va résoudre nos problèmes de sécurité. Ce sont des pays d'abord anglophones très entrés avec les. Mais vous saluez la Américains. diplomatie de Félix Tshisekedi. Oui. Vous dites qu'elle est proactive, elle est efficace. Mouzé, même s'il parlait un peu d'anglais, mais Mouzé a eu quand même à séduire, à convaincre ses pairs de l'Afrique australe. Ah, pour venir faire la guerre? Oui, en faveur de Kinshasa. Oui, mais la guerre qui n'est jamais finie et qui nous a coûté beaucoup de millions, comme disait le Tshisekedi Etienne. C'est-à-dire, on voulait savoir qu'est-ce que vous avez dépensé, qu'on vous remette. Beaucoup de pays là sont venus ici pour s'enrichir. Et c'est d'ailleurs la force même des États-Unis d'Amérique, c'est d'intéresser les pays africains à un enrichissement illicite au Congo. Vous voyez comment est-ce qu'on met des Africains dans des forces de l'ONU. Il y a beaucoup d'Africains qui sont là. C'est pour les intéresser, pour leur dire, ces pays-là ne peuvent pas être un pays qui appartient à un peuple. Ces pays-là doivent vous appartenir à vous tous. Parce que vous pouvez y tirer des matières premières, des eaux et forêts. C'est ainsi qu'on a fait l'intérêt là. Donc cette guerre-là, comme vous le dites, ça n'a abouti à rien parce que la guerre continue. Elle est encore plus destructrice qu'avant. Je vous sens sceptique. Est-ce que cette situation... Sceptique, ce n'est pas parce que la diplomatie... Est-elle une fatalité? Donc il ne faut rien espérer de toutes ces présidences tournantes. Il faut saluer la puissance diplomatique du président Tshisekedi, qui est quand même arrivé à être président de l'Union africaine, président partout comme vous le dites là. Mais je crois que la réponse à cette guerre-là, elle dépend de nous les Congolais. C'est-à-dire, comme les Iraniens, ils ont créé une grande conscience nationale, ils ont créé une grande identité nationale, ils en ont fait leur propre consensus national. Aujourd'hui, dans ces pays, c'est quand même incroyable que des hommes politiques de haut niveau, malgré tous les efforts qui sont faits à l'Est, tiennent toujours un discours tout à fait négatif, une négativité historique incroyable. Alors que c'est à ce niveau-là qu'on devait... L'armée ne gagne pas la guerre à l'Est là sans avoir l'apport du peuple congolais, nous tous ensemble ici. Donc je crois que tu étais Félix Antoine Tshisekedi. Et ça aussi, comment il va réussir à avoir un consensus national si il n'est pas capable, par exemple, de donner de l'eau à tous les Congolais, de donner de l'électricité à tous les Congolais, parce que l'argent là, c'est ce qu'on utilise à l'Est. Donc il est dans un dilemme terrible. Pour moi, je crois qu'il est temps qu'on puisse vraiment expliquer à notre population, expliquer aux élites congolaises que nous avons une guerre et que pour cette guerre-là, nous devons, n'est-ce pas, faire des sacrifices. Mais remarque, nous avons une guerre, c'est des grèves qui se réveillent partout. Aujourd'hui, on augmente les salaires à 500 francs, à 500 000 francs, les humains déjà entrent en grève. C'est comme s'il y a une volonté, une main noire qui pousse les Congolais à ne pas comprendre que les pays pour lesquels, qui est la seule propriété que nous avons, pour laquelle nos grands-parents sont morts, se sont battus, est en train de nous échapper. Parce que si le Rwanda et l'Ouganda, là, comme vous le dites là, s'ils prennent l'Est là, le matin vous allez vous réveiller, l'Angola a pris les Katanga et une partie du Kasaï. Vous allez vous réveiller, c'est la Zambie qui va prendre toute la partie de Poeto. Donc le pays va être totalement dissolu, découpé en morceaux. Donc c'est ce consensus-là qu'il faut d'abord arriver à mettre en place, au lieu de penser qu'il faut attendre les Américains. Les Américains n'ont jamais, et même l'ONU, l'ONU c'est un instrument des Américains. Ça a été dit par Eisenhower. Quand on a voulu tuer Lumumba, le responsable de l'ONU qui était ici a demandé, a dit, non, écoutez, nous pouvons demander au casque bleu ghanéen qui garde Lumumba de le faire sortir de là et comme ça de l'envoyer ailleurs. Mais
M. Dag, qui était le secrétaire général de l'ONU, n'a jamais répondu à cette demande. Pourquoi? Parce que les Américains ont fait des pressions sur lui. Et quand Lumumba a été tué, Eisenhower a dit que désormais, nous n'agirons pas à visage ouvert et découvert, nous allons utiliser l'ONU tel qu'il est là. Donc, nous sommes dans une situation Comme on utilise le Rwanda juste comme un sous-traitant, les autres, voilà, des partenaires. Comme on a fait l'Israël, c'est-à-dire on a placé l'Israël au Moyen-Orient pour empêcher tous les pays du Moyen-Orient d'aller de l'avant. C'est ce qu'on a fait. Et j'ai dit, il ne faut pas parler seulement du Rwanda, il faut parler du Rwanda et de l'Ouganda. C'est une erreur de penser que l'Ouganda, toutes les élites rwandaises ont été formées en Ouganda. Leur chef, c'est Museveni. C'est lui. Donc c'est la carte qui est cachée derrière. Professeur Kabongo Malou, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes philosophe, écrivain, professeur également. Panafricaniste. Surtout, vous luttez pour la renaissance africaine, les États-Unis d'Afrique noire, comme vous le dites bien, comme solution le cheval de pour la bataille sécurité d'Emmanuel Lukusa qui nous suit au Cameroun, à Yaoundé. C'est aussi le combat de beaucoup d'Africains très conscients, pas de ventriotes, comme on les retrouve dans toutes les nations africaines. Je vous remercie et très bonne soirée. Merci à vous. Dans quelques instants, le même sujet, un autre professeur, Kayumwa Maneno, expert en relations internationales, pour aborder justement le même sujet mais sous d'autres volets.